d'une expérience en fait sur la torture psychologique. Et tout est lié. Alors Jean-Jacques, tu m'as vraiment fait envie tout à l'heure en préparant l'émission. Alors je te donne la parole. Oui, c'est un peu paradoxal de dire qu'on peut faire envie en parlant de torture psychologique, mais effectivement, j'ai été très inspiré par une vidéo qui a été mise en ligne par une lanceuse d'alerte canadienne anglophone, dont vous voyez l'image à l'écran. Elle se nomme Amazing Polly, et c'est une femme qui fait un travail extraordinaire d'information depuis des années. Pour l'instant, il n'existe pas de version sous-titrée de cette vidéo, mais il est toujours possible d'activer les sous-titrages et la traduction automatique au niveau des sous-titrages sur YouTube. Et elle a eu cette brillante idée de reprendre un rapport annuel de Amnesty International de 1975, qui était donc un de ces rapports sur la torture dans le monde. Et Amnesty, dans ce rapport-là, avait repris la définition de la torture et les 8 critères grâce auxquels on peut reconnaître une situation de torture physique ou de torture psychologique. Et donc, ils se sont basés sur une charte que je ne connaissais pas. C'est la charte de coercition de Biderman. Albert Biderman est quelqu'un qui est né en 1923. Il vit toujours d'ailleurs, donc il a 97 ans. Ça l'a bien conservé, cette activité. Et lui, donc, était un psychologue social qui a travaillé pour l'armée américaine et qui a théorisé les éléments qui permettent de torturer les individus que l'on veut interroger, dont on veut retirer des informations ou que l'on veut soumettre à différentes fins, sans démolir évidemment les gens que l'on essaye de faire parler, évidemment, parce que quand on veut faire parler quelqu'un mais qu'on le tue, finalement, ce n'est pas le but qui est recherché au départ. Et donc, dans cette charte de coercition de Biderman, il y a 8 critères. Et ce que Amazing Polly a fait dans sa vidéo, qui est absolument brillante, c'est une vidéo de 3/4 d'heure, c'est qu'elle a repris chacun des critères et elle les a confrontés à la situation qu'on nous impose depuis le début de cette pandémie. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Alors, pourquoi est-ce que je trouve ça intéressant et pourquoi est-ce que j'avais envie de consacrer une rubrique à cela? C'est parce que, bon, moi, ça fait quand même plus de 30 ans que j'accompagne des personnes et je sais que le premier pas d'un processus de guérison, c'est de reconnaître la réalité, reconnaître la souffrance dans laquelle on se trouve, reconnaître le trauma dans lequel on s'est retrouvé. Donc, pour moi, c'est toujours le premier pas d'un processus de guérison, c'est de ne plus être dans le déni du trauma dans lequel on a été soumis. Et donc, c'est pour cela que je m'adresse à nos auditeurs aujourd'hui, c'est pour que vous ayez peut-être juste la possibilité de reconnaître que nous avons été collectivement mis et soumis dans une situation de torture psychologique. Et à partir de là, à partir de cette reconnaissance, il y aura peut-être un processus de reconstruction psychologique qui pourra être fait. Bien. Alors, je vais passer en revue rapidement ces 8 critères qui viennent de la charte de Biderman et les illustrer rapidement. Le premier critère, c'est très intéressant, c'est que quand on veut torturer quelqu'un, quand la CIA veut torturer quelqu'un, quand l'armée américaine veut torturer quelqu'un, mais ça se fait dans toutes les prisons du monde, évidemment, c'est qu'on va isoler le prisonnier. Et l'isolement, c'est une façon de priver la victime de tout soutien social qui lui donnerait la capacité de résister. Évidemment, quand quelqu'un est isolé, alors que nous, les êtres humains, nous sommes des animaux sociaux, eh bien, on se retrouve déjà dépourvu d'un certain nombre de ressources. L'impact et l'effet recherché de l'isolement aussi, c'est de développer chez la victime une préoccupation intense à propos d'elle-même. C'est-à-dire qu'en fait, elle va être retournée contre elle-même et du coup, ça va rendre la victime dépendante de l'autorité, que ce soit l'interrogateur, que ce soit le bourreau. Cette personne va devenir dépendante. C'est à quelle sauce est-ce qu'on va manger aujourd'hui?
Alors, si on fait le rapprochement avec ce qui nous a été imposé dans cette gestion de pandémie, si je prends quelques exemples, évidemment, je fais allusion tout de suite au confinement, à l'autoconfinement, qui est un nouveau vocabulaire. Je vous rappelle que jamais dans l'histoire de la médecine, jusqu'à présent, on a confiné des personnes bien portantes et en plus, on n'a jamais utilisé même le vocabulaire de confinement. On a toujours parlé d'isolement des malades, on a toujours parlé de quarantaine, on n'a jamais parlé de confinement. Et quand on regarde dans le dictionnaire ce que veut dire confinement, eh bien, c'est un synonyme d'emprisonnement. Donc, c'est vraiment déjà intéressant au niveau du choix du vocabulaire. On nous a imposé les quarantaines après des voyages. On nous a, je connais des personnes qui sont coincées dans un pays depuis 6 mois maintenant, isolées de leur famille, de leurs conjoints, etc. On a interdit tous les regroupements, que ce soit les regroupements sportifs, les regroupements culturels, les regroupements religieux. Les écoles ont été fermées, les familles ne pouvaient plus se retrouver. On a isolé les personnes âgées dans les EHPAD, dans les CHSLD, etc. C'est-à-dire qu'on a laissé même mourir les personnes âgées sans aucun réconfort. Donc, je dirais que rien que ce critère, ce qui est le premier critère de la charte, suffirait à pouvoir dire et affirmer que nous avons été soumis à une torture psychologique. Deuxième critère, c'est ce que Biderman appelle la monopolisation de la perception. C'est-à-dire qu'en fait, on va focaliser complètement la perception des individus qu'on veut torturer sur des éléments que le bourreau a choisi lui-même. Ça me fait d'ailleurs penser à cette image du film de Stanley Kubrick, Orange Mécanique, où à un moment donné, on met quelqu'un dans un fauteuil et on lui ouvre les yeux pour le forcer à regarder des images absolument atroces. Il n'a pas la possibilité de fermer les yeux ou de détourner le regard. C'est un peu la même chose qui s'est passée, puisque l'effet et l'impact recherché, c'est de fixer l'attention sur une situation difficile immédiate. Et donc, ça va forcer de nouveau la rumination. Ça élimine aussi les informations qui sont en compétition avec celles qui sont contrôlées par l'autorité. C'est intéressant. Et on va punir, toujours dans cette monopolisation de la perception, toutes les actions qui sont contraires à la soumission. Alors donc là, évidemment, c'est assez facile de voir le parallèle avec la gestion de la crise, puisque qu'est-ce qu'il y a eu, c'est que le fait que les gens étaient isolés chez eux, ça les a, je dirais, ça les a amenés assez naturellement à écouter les médias en continu et donc à recevoir 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, le décompte des morts, le décompte des cas, etc. Donc, on les a effectivement on a monopolisé leur perception uniquement sur qu'est-ce qui se passe dans le monde, combien de cas nouveaux, combien de morts nouveaux, etc. Le fait de fermer les restos, les bars, les écoles, ça a aussi éliminer toutes les distractions possibles. Or, distraction en latin, ça vient de distraere, c'est tirer loin d'eux. Ça veut dire qu'en fait, on a été refocalisé de nouveau sur le petit écran. Alors, bien entendu, la monopolisation de la perception, c'était aussi utiliser tous des éléments de propagande et de culpabilisation. Souvenez-vous, chaque fois que quelqu'un sortait alors que le confinement était obligatoire, on leur disait vous êtes en train d'être responsable potentiellement de la mort de certaines personnes, vous êtes en train de répandre le virus, mais quand vous restez chez vous, vous sauvez des vies. Et toutes ces phrases qui ont été répétées à l'envi des centaines et des centaines de fois, donc c'est véritablement comme des mantras qui ont fini par s'imposer à l'inconscient des personnes. Je ne parle pas évidemment de la censure de tous les réseaux sociaux qui ont permis d'avoir une pensée unique. Moi, je suis très frappé de comparer la gestion de la crise H1N1 avec la gestion de la crise Covid-19. Dans H1N1, on avait encore dans les médias dominants des opposants à la pensée unique ou au discours officiel. Il y avait encore des débats contradictoires. Ici, je n'ai vu aucun débat contradictoire dans les médias dominants, c'est-à-dire une censure de plus en plus violente des médias sociaux. On a même fait des collectes de fonds auprès du public. C'est encore une façon de dire il n'y a que ça qui compte. Et comme le disait Salim tout à l'heure, on est en train de nous faire croire que le seul je dirais le seul salut
pour revenir à la normalité, ce sera lorsque le vaccin sera disponible pour tout le monde. Alors qu'il y a, comme le signalait le docteur Guérin tout à l'heure, il y a plein d'autres remèdes et plein d'autres approches qui pourraient effectivement régler les choses. Et je ne parle même pas des médecines naturelles qui ont été mises de côté dès le début de la pandémie, puisque dès le début, on a fermé tous les cabinets de naturopathes, d'ostéopathes, d'homéopathes, etc., sauf s'ils étaient eux-mêmes médecins. Troisième critère de Biderman, c'est induire un épuisement. Donc, c'est l'épuisement induit, et ça, on le voit très bien dans les scènes de torture, dans les films d'action. C'est que quand on veut faire parler quelqu'un, même dans un interrogatoire policier, on va le priver de sommeil, on va le priver de nourriture, etc. Et l'effet recherché, c'est d'affaiblir toute aptitude mentale et physique à résister. Et regardez, je dirais que le fait d'obliger maintenant les gens à porter un masque alors qu'il n'y a plus de virus en circulation, plusieurs scientifiques de différents pays le prouvent, eh bien, le fait de respirer son dioxyde de carbone et de diminuer le taux d'oxygène dans le sang, rien que cela, ça diminue la capacité physique à résister. La peur entretenue, la peur de la mort, la peur de ce virus mortel, etc., en répétant les chiffres à l'envi, de nouveau, c'est quelque chose qui a diminué et qui a affaibli l'aptitude mentale à résister, avec l'isolement aussi, puisque quand on se sent seul, quand on se sent isolé, c'est clair qu'on se sent moins apte à résister. Toutes les pertes d'emploi, les pertes de business aussi, toutes les faillites qui sont en train d'arriver, ça aussi, ça fout par terre évidemment le moral des troupes, ça c'est clair. Regardez encore les files d'attente que les gens étaient obligés de faire à l'entrée des magasins pour pouvoir aller faire leurs courses. Moi, je peux vous dire, habitant au Canada, quand les files ont commencé, on était encore en hiver, on devait faire la file sans aucune protection pendant parfois 1 heure pour pouvoir rentrer dans les magasins, alors qu'il faisait -5, -10, -15 avec du vent, de la pluie ou de la neige. Donc, tout ça, évidemment, ça affaiblissait notre capacité. Quatrième critère, ce sont les menaces. Et évidemment, les menaces dans une torture physique ou psychologique, ça marche très très bien sur le prisonnier ou sur la victime, puisque ça permet de cultiver l'anxiété et le désespoir. Je dirais que là, les menaces, on peut en faire une liste assez importante dans le cadre de la gestion de la crise. Il y a les menaces de mort d'abord, les menaces de procès-verbaux, de contraventions, d'amendes, les menaces aussi qu'on ne reviendra jamais à la normalité, il y aura une nouvelle normalité, et la menace aussi que si on n'est pas docile, on ne pourra jamais revenir à une vie normale et on sera de façon obligatoire continuellement sous cette menace d'un virus ou alors la menace de la seconde vague, de la troisième vague, de la quatrième jusqu'à la 7e vague. Je rappelle quand même que c'est Neil Ferguson qui, dans son fameux modèle qui avait annoncé des dizaines de millions de morts dans le monde et sur base duquel les pays ont décidé le confinement, Neil Ferguson avait annoncé dès le départ dans son modèle mathématique 7 vagues successives. Donc ça, c'est encore une menace qui, évidemment, affaiblit la volonté des individus. La traque des promeneurs isolés sur les plages, des nageurs isolés dans la mer, les promeneurs isolés dans la montagne en hélicoptère quand même. Si ça, c'est pas une menace, si ça, c'est pas une torture psychologique, je ne sais pas ce que c'est. Et ça n'a aucun sens en plus, parce que quel est le danger que représente une personne qui se balade toute seule en montagne ou sur la plage ou qui va nager dans la mer? Voilà. J'ai des amis en Guadeloupe qui m'ont dit que c'était hallucinant. En plus, sous le climat de la Guadeloupe, vous imaginez que on comprend encore moins pourquoi on ne peut pas aller nager. La menace de retirer les enfants. Il y a quand même d'isoler les enfants s'ils sont testés positifs et on les met dans un lieu où on ne sait pas très bien ce qui va leur arriver. La menace d'être tracé numériquement et d'être remis en quarantaine si, sans le savoir, nous avons fréquenté quelqu'un qui était positif au Covid-19. Donc tout ça, et évidemment la menace de mourir dans la solitude, c'est vraiment assez hallucinant. Donc bon, alors il me reste encore 4 critères, je vais aller plus vite parce que je me rends compte que je suis assez long. Les indulgences occasionnelles, donc je vais illustrer moins, mais ça c'est aussi très 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 subtil dans
les processus je dirais, de torture psychologique, c'est que le bourreau, de temps en temps, va donner une faveur au prisonnier et va lui faire plaisir. Mais le prisonnier ne sait jamais à quel moment il va recevoir une gratification et à quel moment il va de nouveau être maltraité. Et je dirais que ça procure une motivation positive à se soumettre et à être dans la conformité, parce que finalement, on se dit, mais si on est bien gentil avec le gouvernement, peut-être que le gouvernement va diminuer certaines mesures coercitives. Et en même temps, c'est une façon très subtile d'empêcher l'habitude aux privations imposées. C'est-à-dire que comme on est dans un permanent changement de règles, on peut jamais s'habituer, y compris à l'isolement, ou y compris, donc on était confiné, là on est déconfiné, mais on est déconfiné avec un masque, on va probablement être reconfiné, c'est-à-dire qu'on ne peut jamais s'habituer à la situation. Donc, bien entendu, voilà, on nous a donné comme indulgence, vous êtes confiné, sauf si vous devez aller travailler dans un commerce essentiel. Vous êtes confiné, mais vous pouvez quand même sortir 1 heure par jour à condition de remplir un formulaire d'auto-autorisation, etc. Les compagnies de télévision ont mis en clair certaines chaînes payantes, par exemple, où les compagnies de livraison à domicile ont proposé des livraisons gratuites. C'est-à-dire qu'on a des petites gratifications de temps en temps. Il y a les aides gouvernementales pour les entreprises ou pour les privés en disant « vous avez perdu votre travail, mais on vous donne de l'argent, etc. » On ne vous dit pas comment vous allez rembourser ça après, etc. Donc ça, c'est encore extrêmement pervers. 6e critère, toujours de Biderman, c'est la démonstration de toute puissance. La démonstration de toute puissance, c'est une façon de suggérer l'inutilité et la futilité de toute résistance, en disant de toute façon, on est plus fort que vous. Et ça, je dirais qu'on en a eu beaucoup d'exemples aussi dans la crise de la gestion du Covid. Déjà, la capacité qu'ont eu les gouvernements à arrêter l'économie mondiale, c'est quand même pas mal. D'avoir à la tête de l'OMS un ancien criminel de guerre qui est Tedros, les décrets et les règlements qui ont été pris par l'exécutif tout seul. Je rappelle quand même qu'une démocratie repose sur 3 piliers, l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Et là, tout à coup, l'exécutif seul, et encore la majorité gouvernementale, a décidé une multitude de décrets qui étaient totalement non fondés scientifiquement, qui allaient à l'encontre du bien-être des gens et en toute impunité. Donc ça, c'est une démonstration de toute puissance aussi, de dire finalement, on n'a plus besoin du législatif, on n'a plus besoin du contrôle judiciaire et on gouverne juste la majorité contre opposition. D'ailleurs, il n'y avait aucune opposition pour gérer toute cette crise, sans aucune voix discordante. Voilà. La toute-puissance aussi, c'est de décréter qu'est-ce qui est essentiel comme activité et qu'est-ce qui est non essentiel comme activité. Moi, j'ai été très choqué de voir qu'ici au Québec, par exemple, la Société des alcools du Québec a été jugée comme essentielle dès le départ, donc on n'a jamais fermé la Société des alcools, et la SQDC, c'est-à-dire la Société québécoise du cannabis, eh bien, ça aussi, ça a été jugé essentiel et c'est resté toujours ouvert. Donc, on pouvait continuer à se saouler la gueule et on pouvait se droguer sans aucun problème. Ça, c'était essentiel. Par contre, recevoir un massage, recevoir une consultation d'un naturopathe, ce n'était pas essentiel. Voilà. Donc, ça, c'est aussi une toute-puissance qui est affirmée. Et aussi, dernière chose, par exemple, l'introduction d'une application Stop Covid sur les iPhones sans aucune acceptation possible ou sans aucun retrait possible de la part des possesseurs des iPhones, par exemple. Voilà. 7e critère de Biderman, c'est la dégradation. Donc, c'est dégradation physique, mais aussi surtout dégradation de l'estime de soi. Cette stratégie, en fait, elle fait apparaître au prisonnier ou à la personne qui est torturée, le fait que résister, ça va être beaucoup plus dommageable pour son estime de soi-même que de capituler. Donc, on lui dit finalement, écoute, tu es mieux tout de suite d'abandonner toute résistance pour l'estime de toi-même, parce que sinon, tu vas devenir un
un sous-humain. Et effectivement, moi, ce que j'observe dans la gestion de cette crise, c'est que nous avons été réduits finalement à des préoccupations de survie animale. C'est comment est-ce qu'on va survivre par une menace invisible, comment est-ce qu'on va faire pour bouffer, comment est-ce qu'on va faire pour… voilà, les choses vraiment élémentaires. Et ce n'est pas par hasard que tout ce qui est d'ordre culturel, tout ce qui est d'ordre artistique, qui est une des caractéristiques de l'être humain, a été supprimé. Vraiment nous ramener au rang d'animaux, d'animaux domestiques, d'animaux domestiqués, d'animaux dressés. Pensez d'ailleurs au harcèlement de ceux qui veulent penser par eux-mêmes, au harcèlement des lanceurs d'alerte et des relayeurs des lanceurs d'alerte qui ont été insultés, qui ont été menacés, qui ont été traités de covidios. Hein, c'est un vocabulaire que j'ai entendu dans la presse canadienne. Donc nous sommes des covidios. C'est-à-dire des idiots du Covid, etc., des théoriciens du complot. Nous avons été d'ailleurs souvent comparés aux adeptes de la théorie de la Terre plate, en disant, rendez compte, ces gens-là qui critiquent la vaccination ou qui mettent en avant l'hydroxychloroquine ou l'azithromycine, ben, ce sont les mêmes gens qui croient à la théorie de la Terre plate. Quand même intéressant. Il y a aussi une dégradation au niveau de la suspension de tous les soins du corps. Moi, je sais que les petites madames, les petits messieurs qui vont chez leur coiffeur, chez les esthéticiens, chez leur podologue, etc., qui vont se faire masser, etc., c'est pour l'estime de soi. Tout ça, ça a été supprimé. 8e et dernier critère, ce sont, celui-là, je l'aime bien. Enfin, je l'aime bien, hein, évidemment c'est ironique tout ce que je dis, mais ce sont les demandes stupides qui sont imposées aux prisonniers ou à la personne que l'on essaye de torturer. C'est-à-dire certains prisonniers, certaines personnes qu'on torture, on leur fait faire des choses complètement stupides, complètement inutiles, comme parfois, c'est comme à l'école, hein, on fait recopier 100 fois, je ne peux pas répondre grossièrement au professeur, je ne peux pas, etc. Bon, ce sont des demandes stupides qui sont imposées pour développer des habitudes de soumission, même si les demandes sont complètement stupides, inutiles ou infondées. Et là, je dirais que j'en ai fait la liste et je me dis, mais finalement, quand on nous a demandé de respecter une distance physique de 2 mètres, est-ce que c'est vraiment utile? Moi, je n'ai trouvé aucune étude scientifique qui prouve qu'effectivement, la distanciation sociale de 2 mètres est utile. Le directeur national de la santé publique, le sinistre docteur Arruda, a déclaré cette semaine dans un média mainstream que pour l'instant, on imposait au Québec le port du masque à tout le monde, pas parce que c'était utile, étant donné, il l'a dit lui-même, je le cite, étant donné que le virus n'est plus en circulation, mais pour apprendre à la population les gestes dont on aura besoin lorsque la 2e vague sera présente. C'est quand même extraordinaire. Donc, on vous dit, vous portez le masque. Pour l'instant, ça ne sert à rien. C'est juste pour vous dresser. En fait, moi, c'est comme ça que j'entends ça, quoi. On va faire un dressage des animaux. Nous sommes réduits à des animaux qu'on va dresser à avoir les bons réflexes. Les flèches dans les magasins. Je ne sais pas si en Europe, il y a ça aussi, mais au Québec, en tout cas, ils ont mis des flèches dans les magasins. Et donc, quand on entre dans une allée en contresens, on se fait engueuler par les gens qui vont dans l'autre sens parce que suivez les flèches, etc. Comme si on était mais vraiment complètement débiles. La règle aussi de 1 client par 10 mètres carrés, le fait de demander aux gens d'applaudir à 20 heures à leur fenêtre pour célébrer tous les professionnels de santé qui avaient été massacrés pendant 1 an dans toutes les manifestations de rue en France. Moi, ça aussi, ce sont des demandes complètement inutiles, complètement idiotes, mais qui permettent d'entretenir cette torture psychologique. Voilà. Alors, pour ceux que ça intéresse, évidemment, moi, je vous recommande vraiment d'aller écouter toute la vidéo parce qu'il y a beaucoup plus d'éléments dans la vidéo de Polly, donc cette lanceuse d'alerte. Mais j'avais vraiment envie de vous faire comprendre que si vous vous sentez mal
par rapport à tout ce que nous avons vécu ces derniers mois, eh bien, vous avez des bonnes raisons de vous sentir mal et c'est totalement légitime de vous sentir, je dirais, victime d'une torture psychologique. J'avais déjà parlé dans une de mes vidéos de traumatisme et le fait de reconnaître ce traumatisme, ce sera probablement un premier pas de reprise en main de votre pouvoir. Voilà quel était le message que je voulais envoyer aujourd'hui. Merci. Jean-Jacques, c'est vrai qu'il y a un parallèle qui est fou et ça me fait penser à